Vous écoutez Bookonomicon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions. Le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un livre que j'ai adoré et qui m'a donné à réfléchir sur le thème du bonheur. Je parle bien sûr de Où donc est le bonheur, écrit par Marianne Chaillan, publié en 2021 aux éditions des Équateurs, au prix de 18 €. À propos de l'auteur. Marianne Chaillan est professeure de philosophie en secondaire en France. Elle s'est fait connaître grâce à la pop philosophie. Son tout premier livre, Harry Potter à l'école de la philosophie, date de 2013 pour sa première édition. C'est certainement un de mes plus grands coups de cœur, tout rayon confondu. Par la suite, elle a enchaîné avec d'autres livres sur la philosophie des Disney, de Game of Thrones, ou d'une manière générale, la philosophie des séries et sagas issues de la pop culture. Il n'y a pas très longtemps, le ministre de l'Éducation nationale en France avait clamé haut et fort, plutôt Phèdre que Netflix. Autrement dit, il valorise les classiques, soit la vraie culture, au divertissement populaire, de bas étage. Or, Marianne Chaillan est une grande défenseuse de la pop culture. Dans son livre In Pop We Trust, que je vous recommande également, elle dit ceci, je cite, « Opposer la grande culture à l'autre, la populaire, c'est tout simplement ignorer les vertus pédagogiques du divertissement. » Fin de citation. D'ailleurs, toujours dans ce même livre, elle nous révèle que le mot « loisir » en grec se dit « skolé ». Autrement dit, l'apprentissage, l'éducation de l'esprit, ce qui a donné le mot « école » chez nous était considéré comme un loisir chez les Grecs. Tout simplement car l'apprentissage est facilité par le plaisir. Les Grecs avaient tout compris. Bref, Marianne Chaillan a le don d'intéresser les jeunes et les moins jeunes à la philo, tout simplement en leur montrant que nous sommes toutes et tous des philosophes, et que les médias, qui rythment notre vie, sont similaires aux classiques, mais modernisés. Donc, à cette fameuse phrase « plutôt Phèdre que Netflix », Marianne Chaillan répond « plutôt Phèdre et Netflix » ou encore « plutôt Phèdre grâce à Netflix ». À propos du livre. Marianne Chaillan en est à son 9e livre, et il s'agit de loin du plus intime. Ici, pas de contes de fées, ni de pop culture en vue, pas de Matrix, de Jurassic Park ou de Disney. De la philo, pure et dure. Dans la première partie du livre, elle commence par déconstruire toute une série de choses. En effet, elle explique que nous vivons dans une tyrannie du bonheur, car le bonheur est supposé être notre état normal. Par exemple, à l'éternelle question « Comment ça va ?», que nous posons et à laquelle nous répondons plusieurs fois par jour, elle nous fait remarquer que la réponse attendue est « Très bien merci ». Là encore, je veux vous faire profiter de la plume de Marianne Chaillan en vous citant le passage suivant. La réponse qui nous semble la plus évidente et la plus banale est que tout va bien. Par exemple, si je croise un ami dans la rue et que je le salue en lui lançant cette absurde mais néanmoins révélatrice question « Ça va ?», et s'il me répond par l'affirmative, je peux continuer paisiblement ma route. Si, en revanche, il me rétorque « Non, cela ne va pas. Je suis censé, par politesse et solidarité élémentaire, m'arrêter et lui en demander la raison. » Ce fait est très intéressant. Aller bien va de soi au point que l'on ne s'arrête pas, étonné, devant celui qui répondrait « Ça va ». On ne l'interroge pas avec ébahissement sur son exploit. Mais comment fais-tu cela ? Quelle prouesse ! Alors que chaque instant qui passe nous rapproche de la maladie ou de la mort, ou de la perte de nos proches, alors que tant de plaisirs dégénèrent en déception, et que tant de nos désirs demeurent inassouvis, tu parviens à aller bien, toi ? Mais dis-moi, quel est ton secret ? Non, c'est aux malheureux qu'on demande des comptes. Il ne va pas bien ? Pourquoi ? Que lui est-il arrivé ? On exige des explications de celui qui souffre, alors que c'est au prétendu bienheureux qu'il faudrait peut-être demander une recette. Fin de citation. À la suite de cela, elle nous fait également remarquer que vouloir le bonheur, c'est se condamner à être malheureux. Tout simplement car c'est une quête incessante de ce qui nous manque, de ce que l'on peut améliorer. C'est quelque chose que nous avons toutes et tous vécu, je pense. Pendant des mois, voire des années, vous avez ardemment désiré quelque chose. Une relation stable, une maison, que vos enfants grandissent, un autre job, une voiture, avoir plus d'argent. Et ça y est, enfin vous l'avez. Vous allez enfin pouvoir être heureuse, heureux. Et finalement, pas forcément. La nouvelle situation apporte son lot de soucis, le quotidien reprend le dessus. Et le bonheur que vous avez ressenti s'évanouit aussi rapidement.
Et un nouveau désir surgit, car si celui-ci se réalise, cette fois, vous serez heureux pour de bon. Et ainsi, on est reparti pour un tour. Ce fonctionnement rappelle un peu celui de Emma Bovary, héroïne du livre Madame Bovary, écrit par Flaubert. Si vous aussi vous êtes une quiche en matière de classique littéraire, voici un bref rappel. Emma est une jeune femme rêvant d'une vie aussi palpitante et passionnée que dans les romans à l'eau de rose qu'elle lit. Elle se marie avec Charles Bovary, médecin. Mais Emma est frustrée par sa vie monotone. Du coup, elle enchaîne les adultères. À chaque rupture amoureuse, elle se dit que cet homme-là n'était pas le bon. Mais son prince charmant arrive, c'est sûr. Elle s'endette énormément, à tel point que les revenus de son mari ne suffisent plus. Délaissée par ses différents amants, Emma finit par se suicider. Dans une certaine mesure, nous sommes toutes et tous des Emma Bovary, à réaliser des fuites en avant au lieu de se remettre en question, à espérer que le prochain partenaire, le prochain travail, le prochain régime soit le bon. Et nous en arrivons donc à un aspect que j'ai adoré du livre de Marianne Chaillan. Son analyse de plusieurs œuvres littéraires sous le prisme du bonheur. Outre Madame Bovary, elle nous parle d'Antigone de Jean Anouilh, de Faust revisité par Goethe, de plusieurs œuvres d'Albert Camus, dont La femme adultère. Je rappelle que je n'ai aucune connaissance, ni d'ailleurs aucun intérêt, pour la littérature classique. Probablement parce que je n'y ai jamais été initié correctement. Cependant, la lecture de Marianne Chaillan de ces différentes œuvres est passionnante, vivante, actuelle. Les décennies, voire siècles qui nous séparent de ces auteurs s'estompent pour laisser la place à un message atemporel, universel. Dans son livre, Marianne Chaillan nous délivre donc la promesse de la philosophie. Philosopher, c'est apprendre à être heureux. Ce n'est pas pour rien que c'est l'une des premières sciences de l'humanité qui continue de nous accompagner aujourd'hui. À qui je recommande ce livre ? Le bonheur fait certainement partie de ces quelques questions universelles. Je sais que la philosophie fait peur à beaucoup de gens. Elle paraît inaccessible, inutile, réservée à une élite intellectuelle. S'il y a effectivement des livres, des auteurs et des courants davantage réservés aux initiés, il y a également, et en plus grand nombre, des livres réservés aux débutants. Typiquement, Marianne Chaillan fait partie de ces auteurs accessibles, limpides et qui intéresseront aussi bien les débutants que les experts. Je recommande donc ce livre à quiconque s'intéresse aux questions du bonheur, de la philosophie, de la vie heureuse. Où donc est le bonheur a réalisé un puissant recadrage sur moi. Le recadrage est une notion de psychologie, et c'est certainement l'outil le plus efficace en psychothérapie. Le recadrage, c'est ce changement de perspective qui fait que rien n'a changé et que tout a changé. Le recadrage, c'est quand vous voyez la situation d'un certain œil, et que quelqu'un change votre perspective en offrant une autre lecture. Et bam, tremblement de terre. Vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Prenons un exemple simple. Imaginons un adolescent difficile, qui fait les 400 coups. Les parents n'en peuvent plus, ils sont démunis. En s'intéressant à cette famille, on réalise que les comportements difficiles sont apparus quelques mois après que la situation conjugale se soit profondément dégradée. Le couple traverse une période difficile. On peut faire l'hypothèse que l'attitude du jeune soit une manière de souder le couple, pour que les parents se concentrent sur leur enfant et non plus sur leurs problèmes de couple. Une diversion, en somme. Pour en revenir au livre, sa lecture a effectué un recadrage sur moi. Dans ma vie, rien n'a changé. Et en même temps, tout a changé. Car Marianne Chaillan a montré la Emma Bovary en moi, mon côté tout ou rien d'Antigone, et ma peur viscérale de passer à côté de ma vie, comme La femme adultère de Camus. À propos de l'éditeur. Les éditions des Équateurs existent depuis 2003 et comptent à son catalogue environ 250 titres. C'est un éditeur généraliste qui publie aussi bien de la littérature que des essais en histoire, philosophie ou sur la science. Les Équateurs est surtout connu pour sa collection Un été avec, en coédition avec France Inter. Cette collection a démarré en 2013 avec le titre Un été avec Montaigne. Depuis, chaque été voit un nouvel opus paraître. Il y a ainsi eu, entre autres, Machiavel, Pascal, Proust, et cette année, pour les 10 ans de la collection, Un été avec Colette vient de paraître. À noter que c'est la première femme de la collection, et je l'espère, pas la dernière. Pourquoi parler de ce livre ? Sortons un peu du livre et parlons psychologie. Je vous propose un petit exercice. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous heureux, là, en ce moment ? 0 étant le désespoir absolu, et 10 étant le bonheur suprême. À combien êtes-vous ? Je parle bien de bonheur, et non pas d'humeur. Peu importe que vous ayez bien dormi ou non, que vous ayez reçu une chouette attention de la part de quelqu'un. Quel est votre degré de bonheur sur la semaine en cours ? Par exemple, moi,
je dirais 6 sur 10. Maintenant, repensez à la période la plus noire de votre existence. À combien étiez-vous? Personnellement, je dirais 3. J'ai vraiment connu une sale période en 2018-2019 où pendant plusieurs mois, j'étais l'ombre de moi-même. Et enfin, je vous demande de repenser à la meilleure période de votre vie. Ce moment où tout semblait aligné, droit, juste, facile. Sur une échelle de 0 à 10, à combien étiez-vous? Me concernant, je dirais 8. Ainsi, si je résume, toute ma vie, j'ai eu des scores entre 3 et 8. Bon, Dieu merci, le score de 3 était exceptionnel, et j'espère ne pas repasser par là tout de suite. La plupart du temps, j'étais quand même autour de 5. Mais du coup, ce petit exercice vous permet de voir vos possibilités d'évolution. Vu que je m'estime à 6, et que mon maximum est situé autour de 8, il y a peu de choses que je peux améliorer. Je pense savoir lesquelles, et je suis en train de tout faire pour les concrétiser, mais je sais aussi que je n'atteindrai pas le nirvana une fois qu'elles seront accomplies. Pessimiste, vous dites? Moi je dirais plutôt réaliste. J'ai toujours des objectifs que je compte bien mettre en œuvre. Mais je n'ai pas d'attente démesurée, comme quoi ma vie va profondément en être bouleversée. Je sais que ces objectifs me rapprocheront, normalement, de ma cote maximale de 8, mais je sais aussi que leur réalisation m'apportera d'autres soucis en temps et en heure. Je sais également que quoi qu'il arrive, je ne vivrai pas toute ma vie en étant à 8 sur 10. Quand on est au sommet, on ne peut que redescendre. Et vice-versa. Pourquoi cet exercice? Eh bien, la psychologie montre que notre attitude au bonheur est en partie génétique. Il y a des gens qui varient naturellement autour de 6 à 9 sur 10, tandis que d'autres ont des scores plutôt compris entre 4 et 7. Attention, je ne veux pas non plus verser dans un déterminisme mortifère. Je crois bien évidemment à la résilience, surtout en ce qui concerne les personnes ayant connu des choses tragiques dans leur vie, notamment des violences, des abus, des négligences. Votre vie n'est pas déterminée par ce que les autres ont fait de vous. Mais courir désespérément après le bonheur ne vous rendra pas forcément plus heureux. Il s'agit ici d'un paradoxe, je me rends bien compte. C'est un équilibre difficile à tenir. Se prendre en main, oser s'affirmer, tout en lâchant prise. J'accepte que ma limite soit à 8 sur 10, ce qui signifie que bien souvent, je serai en dessous. Peut-être qu'un jour ma limite sera 9, je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon objectif. Car si je me mets comme objectif d'arriver à 9, eh bien il y a peu de chances que je finisse par y arriver. Ce livre a titillé votre intérêt? Vous trouverez toutes les références dans le descriptif pour aller le dénicher en bibliothèque ou en librairie. Et si je peux me permettre, n'oubliez pas la célèbre formule de Bea Johnson, acheter, c'est voter. Privilégiez une librairie indépendante à Amazon, vous ferez vivre une équipe de libraires passionnés du livre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, vous pouvez me contacter et me suivre sur Facebook, Instagram et sur YouTube. C'était Amandine pour le Bookonomicon. À dans 2 semaines!